Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous 0% complexé et 100% convivial des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café, car tout bon moment commence par un café. Pour chaque émission, nous accueillons des invités experts dans leur domaine pour nous parler de leur histoire, leurs projets, leur vision sur les enjeux qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir trois nouveaux invités. Céline Magnien de la société Faraglo, Sébastien Paolozzi de la société Prodeval et enfin Timothée Coine de la société Secondi. On les rejoint sur le plateau, merci. Céline, bonjour. Bonjour. Je vais commencer par toi. Faraglo, ça a été créé en 2014. C'est un groupement d'employeurs en mission temps partagé pour diverses entreprises. C'est aujourd'hui environ 29 salariés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Faraglo et qui tu es? Je suis Céline, tu l'as dit. J'ai créé donc en 2014 parce que j'étais partie de l'idée qu'il y avait des entreprises qui avaient besoin de compétences, de se soulager, de déléguer en confiance ou de s'entourer d'expertise, mais pas forcément à temps plein. Et ils n'avaient pas forcément la possibilité ou l'envie d'embaucher. Donc j'ai proposé une prestation de service de mise à disposition de personnel en temps partagé. Et je suis spécialisée sur les fonctions support, donc la communication, les RH, la comptabilité, le dessin industriel, l'administratif, l'administration des ventes, enfin plein de métiers dits tertiaires. Ouais. Et on officie sur le territoire de Valence-Aglo principalement, mais aussi on se décline sur Drôme-Ardèche. Suivant les demandes. Suivant les demandes, mais on est plutôt territorial. Un peu de recrutement aussi? Alors, on a commencé par la mise à disposition de personnel, et puis comme on est constitué en société coopérative d'intérêt collectif, on a des clients qu'on accompagne depuis un certain temps et qui nous ont demandé du recrutement direct. Donc on fait pas mal, maintenant 10 à 15% de notre chiffre d'affaires en recrutement direct pour eux, parce qu'on les connaît bien. Je fais partie des gens qui ont consommé tes services. Ouais. Sébastien aussi, hein, Aussi. premier, deuxième client, je crois, sur des métiers. Timothée, Bonjour. bonjour. L'économie circulaire du matelas, donc la société Secondi, c'est 2 sites, une dans le nord à Saintes et une autre en Ardèche à Flaviac, pas très loin d'ici. C'est environ 75 collaborateurs, dont 20 en insertion. Alors, qui tu es et quelle est ta société? Exactement. Donc, Secondi, c'est une société que j'ai créée avec un associé que je ne connaissais pas à l'époque. Et comment m'est venue l'idée d'aller démanteler des matelas? C'est que Tu dors beaucoup. Ouais, c'est surtout j'étais en conseil à Paris, je faisais des PowerPoint et j'avais surtout envie d'aller créer quelque chose de concret. Et à force de faire des business plans qui ne tenaient pas la route, j'avais un peu écrit mon cahier des charges, à savoir, je voulais que c'est du sens au niveau environnemental, au niveau social. Je voulais que ce soit un projet où on puisse gérer plein d'innovations, et surtout je voulais des grosses machines parce que les PowerPoint, ça suffisait. D'accord. Et du coup, à force de creuser comme ça, je suis arrivé sur le recyclage de matelas. Donc en 2012, en fait, il y a les premiers textes de loi qui sont passés, qui obligeaient les metteurs sur le marché de tous les produits d'ameublement. Concrètement, quand vous achetez une table, une chaise et un canapé et un matelas, vous payez une éco-participation, et ça, c'est lié à ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, une loi qui est passée en 2012. Et C'est assez récent. Ouais, c'est assez récent et c'est franco-français. C'est calqué sur le modèle des REP européennes, hein, de déchets électriques, électroniques, etc. Mais la France a été un peu précurseur sur l'ameublement et le matelas en particulier. Et du coup, il y avait 4 millions de matelas qui étaient enfouis avant cette loi. Et aujourd'hui, on a des solutions de recyclage. D'accord, très bien. Bon, tu auras l'occasion de nous en dire un petit peu plus. Sébastien, bonjour. Bonjour.
Alors, Prodeval, ça a été créé en 1990. Ça n'a pas été créé par toi. C'est une société qui a plus de 30 ans et tu l'as racheté en 2010. C'est de l'ingénierie des solutions gaz. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, moi, je l'ai repris effectivement en 2010. Alors, on est dans les solutions gaz renouvelables. Ouais. Donc là, on a principalement une mission. La mission de l'entreprise, c'est vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout en favorisant la résilience des territoires. Donc, je m'explique. On est dans le biogaz. Donc, le biogaz, c'est un gaz issu des déchets organiques. Comme on dit, où il y a de la vie, il y a des déchets et il y a besoin d'énergie. Donc, si on arrive à produire de l'énergie avec les déchets de la vie, eh ben, on a créé une boucle plutôt intelligente et plutôt durable en évitant de déstocker des énergies fossiles. Et donc, tu retraites cet effet, ce gaz au passage. Voilà. Nous, notre métier, c'est une fois que ce gaz est produit, le biogaz, c'est un mélange de méthane, de CO2 et d'autres composés, de l'eau au soufre, etc. Donc, notre métier, c'est de créer on crée des machines qui vont permettre de séparer toutes ces molécules. Donc, enlever la partie polluante, qui n'est pas une partie polluante, c'est des indésirables qui viennent des déchets organiques, agricoles, on va mettre de côté. Puis après, on va séparer la molécule CO2, la molécule méthane, appelée biométhane, qu'on injecte dans le réseau de gaz de France ou des pays où on est. Et on va pouvoir utiliser ce méthane pour faire rouler des véhicules. Donc on vient en substitution directe des énergies fossiles. Et puis le CO2, qui est le CO2 naturel. Si on laisse les feuilles se décomposer dans la forêt, ça produit du CO2. Ben celui-là, quand on peut, on va aller sur certains endroits le liquéfier, aller l'utiliser en industrie, aussi en substitution de CO2 fossile. D'accord. Du coup, ces machines, toi, tu conçois la machine et tu vas les installer dans ceux qui ont besoin de recycler, qui produisent ce gaz. C'est ça. Donc, tout est conçu ici, sur la zone de Rovaltain. On est à peu près sur Rovaltain. En tout, dans l'entreprise, on a à peu près 400 personnes. Il doit y avoir 300 personnes sur Rovaltain. Donc, les unités sont conçues et fabriquées ici avec des partenaires locaux. Et après, on va les installer sur les sites de nos clients, qui peuvent être des stations d'épuration, qui peuvent être des eaux, qui peuvent être des agriculteurs ou des industries. Partout où il y a du déchet organique, on va pouvoir produire ce gaz et créer une énergie renouvelable. Oui, donc toi, tu fais travailler 400 personnes ici, mais après, il y a tout un écosystème autour, des sous-traitants, des gens qui installent ces machines-là. Ça fait travailler beaucoup de monde. En Rhône-Alpes, on fait travailler à peu près... On a fait le choix de ne pas avoir nos propres ateliers parce qu'on a une croissance forte. Donc, partir de quelques machines par an à beaucoup, c'était difficile aussi de gérer un atelier. On est une région où il y a beaucoup de compétences industrielles, qui vient peut-être un peu de la compétence nucléaire et autres, mais du coup, on fait travailler entre 25 et 30 ateliers en Rhône-Alpes, aussi bien en électricité qu'en chaudronnerie, qu'en tuyauterie industrielle. Et on a toutes les compétences qui vont bien ici et qui nous permettent en plus maintenant d'industrialiser, de produire ici pour exporter. D'accord. Je crois savoir que tu as pas mal de projets, tu nous en diras un petit peu plus et on reparlera du territoire. Très bien, maintenant que j'en sais un petit peu plus sur vous, on va passer sur la question à 1 million. Jingle. Alors, la responsabilité sociale des entreprises, ce fameux mot RSE, est au cœur des stratégies de beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas de débat sur l'utilité pour le développement durable et le bien-être au travail. Et ma question, c'est, est-ce que la RSE est une contrainte financière pour vos entreprises? Est-ce que c'est... je sais que vous le mettez en place, mais est-ce que vous le vivez comme une contrainte ou au contraire, c'est un axe de développement pour vous? Avant, la question 1 million, moi je veux savoir. C'est celui qui répond le mieux et gagne 1 million ou... Ça serait bien pour mon chiffre. T'as pas besoin, toi. Mais non, je vais poser la question dans l'oreillette. On va voir si on trouve 1 million. Je demanderai au régisseur. 1 million de vues. C'est mon objectif chiffre d'affaires de 2023. Donc, si vous pouvez me le garantir, ce serait sympa. Merci. Est-ce que ma question est claire? Qui veut commencer? Je vais commencer, peut-être. Nous, dans la démarche des RSE, on ne se l'est pas posé comme une démarche avec labellisation. Je l'ai plutôt vécu comme un document, une trame qui me permettait de voir si on était en chemin vers se rappeler qu'il y avait certains chapitres, quelque part, certaines thématiques qu'il fallait aborder. Donc, je ne l'ai pas comme une contrainte. On l'a vraiment intégré dans le mode de gouvernance, le fait des temps cycles.
pas le bien-être au travail, mais le bien-être des personnes et leur épanouissement professionnel. C'était un aspect important dans le développement de l'activité, dans le management par l'empathie. Ça m'a permis de le vivre. Ça a plutôt été un outil qui m'a confortée dans l'idée que ce que je voulais faire comme projet était en lien avec ce qui se passait dans la société. Et le besoin de lier l'économique, le social, le personnel, l'humain et l'environnement. Et pour toi, c'est un outil de développement pour toi et d'avancer dans un sens, quelque chose qui fait sens pour toi. Oui, on a fait un peu notre diagnostic pour voir les types d'actions qu'on avait déjà menées, là où on en était. On s'inspire, en fait. C'était pourtant une source d'inspiration plutôt que de contrainte. Nous, on ne produit pas, on produit du service. Ce sont les personnes, c'est 29 salariés qui apportent leurs compétences, leur engagement. Et voilà. Je veux dire, quand même, j'en profite, que je les trouve fantastiques. Comme ça, hop, je le dis, parce que je le pense. Voilà. Et on accompagne des entreprises. Donc, c'est toute cette démarche qui me semble RSE. On parle RSE, mais moi, je ne l'ai pas tellement rattaché à la RSE, en fait. On a fait notre bilan carbone, pour autant. Et, on s'y est attelé, mais t'as sans pas attendu forcément... qu'on mette ce mot à la mode, RSE. Des fois, on a l'impression... Moi, je le vois, en tout cas. Je ne suis pas des spécialistes comme vous. Mais effectivement, on met en place des choses pour le bien-être au travail sans y mettre le mot RSE dessus. C'est comme un guide pour moi. Voilà, c'est comme un guide inspirant. Et puis RSE, là, je rebondis parce que je suis obligé. Obligé. Justement sur la définition de RSE. Ouais. Et RSE, c'est pas que ou c'est pas bien-être au travail. Ouais. La responsabilité sociétale, elle couvre énormément de choses et en plus, effectivement, tu viens de le dire, c'est mis à la mode, mais ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. Je veux dire, prendre soin, je veux dire, il y a des entreprises, il y a des années qui créent des logements pour leurs salariés, pour être proches du bureau, qui ont organisé des choses. Aujourd'hui, prendre soin, faire attention à l'environnement, au-delà de l'aspect sociétal, c'est quelqu'un qui ne prend pas ça dans sa stratégie, aura un vrai problème dans quelques années si elle n'intègre pas aujourd'hui tout de suite les émissions carbone et ces choses-là, parce que ça va s'imposer, ça va impacter directement le bilan de la société. Donc en fait, il faut bien définir RSE, parce que c'est pas juste bien-être, il y a un rôle social des entreprises dans un système qui doit faire que l'entreprise, elle doit être économiquement viable, parce qu'on peut faire plein de RSE, mais si elle n'est pas économiquement viable, ça va vite s'arrêter, ça va faire plutôt des désastres. Et aussi en créant une valeur ajoutée. Et une valeur ajoutée, c'est pas forcément que économique, c'est aussi une valeur ajoutée pour les équipes, pour l'environnement, pour le local. Et c'est ça aussi le RSE, c'est-à-dire, voilà, comme on est capable, on pourrait très bien imaginer un modèle Prodéval où on va tout fabriquer à l'étranger pour tout ramener en France, pas tenir compte des partenaires locaux, se fiche complètement de l'environnement et de l'impact sur le transport, etc. Mais en faisant ça, si j'avais cette politique-là, qui n'est pas dans mes valeurs, je mettrais, quoi qu'il arrive, en danger ma société, puisqu'on sait très bien que dans les années à venir, le transport va coûter cher, l'énergie va coûter cher, aller à l'autre bout du monde pour fabriquer des choses, il y a un problème à la fois social et un problème de suivi de qualité des matériels. Donc, c'est aussi anticiper sur l'avenir de sa société. Et dans le suivi social aussi, c'est le recrutement. On le voit depuis le Covid, les salariés veulent du sens et d'aller travailler dans une entreprise qui va produire ailleurs et venir ici, même de l'ingénierie, tout ce que tu vas concevoir. Pour recruter, c'est important, tout ce que tu dis, que localement, tout soit donné là-dessus. Et toi, Seb... J'ai mal pensé, oui. Moi, je trouve que, effectivement, ce n'est pas un but en soi, enfin, de se dire qu'on est RSE, qu'on fait de la RSE, mais ce que j'ai trouvé intéressant en tant que petite structure, on n'avait pas forcément les moyens d'investir, en fait, tout au départ, mais de pouvoir se l'appliquer dès le départ. Moi, je suis peut-être un peu scolaire, en plus. En tout cas, comme j'aime lire, ça me fait une sorte de guide qui permettait d'avoir des piliers, de repères, pour bien m'occuper de toutes les thématiques, comme ça avait du sens pour moi, surtout. Non, mais effectivement, je dis pas que c'est inutile. C'est vraiment sur la définition de RSE. Oui, parce que c'était pour rebondir sur le côté RSE égale bien-être. Non, c'est très limité, en fait. Donc, c'est beaucoup plus large que ça. En fait. Et ça favorise un développement économique de la structure et de son voilà, et justement, c'est intéressant justement ce que tu dis, parce que tu dis, vous êtes des spécialistes de la RSE. En fait, c'est vrai que moi, c'est souvent l'étiquette qu'on va me coller. On fait de l'économie circulaire, on part d'un vieux matelas, on transforme, on a des applications en isolation, dans l'automobile, dans plein de domaines, et on va jusqu'à fabriquer des nouveaux matelas. Donc, plus l'insertion. En plus, on fait l'insertion. Mais ce que tu disais, c'est surtout une histoire d'homme et de valeur de l'entreprise qui sous-tendent tout ça.
moi, je formalise. J'ai pas une politique RSE, j'ai pas un rapport RSE. Peut-être qu'il faudrait que je le formalise davantage, mais au final, c'est vrai que quand on fait de l'insertion professionnelle, on se doit d'apporter un parcours d'accompagnement à nos personnes, donc de les former, de lever les freins, développer leurs compétences, etc. et les rendre employables sur le marché du travail. Donc ça, c'est un axe très social. Avant, on enfouissait 4 millions de matelas, donc il y avait une personne qui mettait ça dans un trou. Là, on est 75 chez nous, grâce à l'activité économique qui se développe localement. Et après, avec une société qui tourne et qui fait... qui est rentable, parce qui que, est comme le disait équilibrée, voire Sébastien, des profits. le nerf de la guerre, ça reste quand même l'équilibre économique. l'équilibre financier, la capacité à se projeter, à se développer. Et moi, je le vis par on fait bien notre boulot en se conformant à toutes les réglementations environnementales, etc., de la bonne traçabilité. Et avoir une politique d'insertion, c'est important pour nous. Mais on essaye également d'apporter à nos clients l'ensemble des éléments qui leur permettent de ne plus parler juste en greenwashing. Donc typiquement, on a fait une analyse du cycle de vie de nos produits. On se rend compte que les mousses recyclées, la mousse Telma qu'on fabrique, aujourd'hui, c'est une mousse qui divise par 5 en fait l'impact environnemental. Et ça, c'est du concret. C'est pas forcément quelque chose que je mets dans un beau rapport RSE, C'est ça. mais Avec un vrai résultat. Non, mais ce sont des indicateurs d'amélioration continue, quoi. Tu vois, sur plein de choses. Et je te repose un peu plus la question. Toi, je sais que tu as des projets de construction, enfin en tout cas tu as grandi, il y a d'autres projets. Est-ce que c'est une contrainte, parce que sur le côté durable, environnement, est-ce que ça tu t'imposes des choses qui ont des coûts tu ne vis pas comme une contrainte financière, où tu trouves des solutions? Non, parce qu'aujourd'hui, pareil, quelqu'un qui construit un bâtiment aujourd'hui ou qui construit des bureaux, s'il ne prend pas en compte l'isolation, les performances énergétiques, mais il va démolir son bâtiment dans 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est même pas une contrainte, c'est une logique. C'est-à-dire, et on le voit aujourd'hui. On n'a jamais autant parlé d'environnement depuis que ça touche le portefeuille. Donc de toute façon, le signal là-dessus sur l'aspect environnement, énergie, n'est pas une contrainte puisque ça impacte tout de suite le bilan des entreprises, mais comme le bilan d'une famille. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas géré son mode de chauffage ou qui n'a pas pu, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu aussi financièrement, gérer l'isolation de leur maison, etc., se retrouvent dans des situations d'énergétique précaires. Et c'est un vrai souci. Et ça va arriver aux entreprises. Les entreprises qui ne pensent pas à ça, qui ne gèrent pas ça aujourd'hui, elles ont déjà pris du retard sur les 10 ans qui arrivent. C'est peu un sujet chez nous, le côté consommation énergétique d'un bâtiment. C'est quelque chose qui rentre en compte, mais vraiment à la fin. Je suis super étonnée. Moi, je suis très surpris. Un C'est en train investisseur d'arriver. qui se positionne sur un bâtiment, il se positionne sur les 20 l'énergie. prochaines années. Et dans 20 ans, c'est essentiel. Donc, ça paraît presque évident. Ouais. La crise d'Ukraine avec la crise énergétique a eu ce fait-là où on s'est mis à regarder un petit peu le coût énergétique d'un bâtiment. Mais avant, on le regardait très peu. Parce que l'énergie ne coûte pas si cher que ça. Et, ça, c'est vrai. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, on touche un peu au portefeuille, donc ça a cet effet-là. Ouais, donc on trouve des solutions. Donc on va parler un peu d'un coup de toiture photovoltaïque pour récupérer. Comme toi dans ton métier, ça y est, on va aller chercher cette énergie qui est pas gratuite parce qu'il faut quand même la transformer, mais qui est là et qui coûte moins. Et puis c'est pour ça tout à l'heure je parlais un peu de mode RSE. Parce qu'au passage, on englobe ça mais dans ce mot RSE, mais c'est finalement, tu le dis très bien, hein, c'est la contrainte. De la contrainte naît l'innovation, et là, la contrainte financière, la contrainte de disponibilité du gaz, qui nous pousse à être un peu plus intelligents aussi sur nos consommations. À choisir. À un moment. Non, et puis, en fait, RSE, c'est aussi faire passer des valeurs. Car en tant que dirigeant, Des convictions, quoi. Voilà, on a des convictions, et puis je l'ai dit, il y a une mission d'entreprise, c'est aussi faire passer ces valeurs aux équipes. Et aujourd'hui, je veux dire, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, la planète, c'est un milieu fini, sauf qu'on imagine qu'on va pouvoir continuer à croître non-stop. Il y a un moment, si on veut continuer, quand je dis croître,
faire évoluer notre niveau de vie, la santé, etc., il va falloir le faire d'une manière raisonnée et quand même essayer d'éviter tous les gaspillages qu'on a connus parce que l'énergie n'était pas chère, l'eau était une ressource soi-disant illimitée, l'atmosphère, il y en a plus que ce qu'on peut pour respirer. Et aujourd'hui, on est tous en train de se rendre compte que, en fait, tout ça, ce sont que des éléments finis et on va vite avoir des problèmes. Et que, au-delà de l'aspect financier et économique, c'est aussi la responsabilité de chacun de se dire, même si j'ai beaucoup d'argent, je parle pas de moi, je parle de la personne, c'est pas pour ça que je dois avoir une passoire thermique et balancer plein de pétrole à l'atmosphère. Parce que c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, il faut absolument que les gens prennent conscience de ça. Je suis pas du tout un écolo parce que je rentrerai pas dans les débats politiques, je vais éviter ça. Mais j'ai mes convictions vraiment personnelles. Ce sont des vraies valeurs. Et faire passer ça à ces équipes, c'est aussi important. Parce que il y a un besoin d'alignement. Le dirigeant a besoin d'être aligné avec ses valeurs, parce qu'on est bon quand on est aligné avec ses valeurs. C'est ça. Et on ne fait pas une politique RSE pour faire plaisir aux équipes, on le fait aussi parce que c'est aligné avec notre envie d'avancer dans cette direction-là. Et ça, c'est une bonne remarque, parce que c'est souvent si on doit parler de contraintes, tu parles de contraintes parce qu'on a plus l'impression que certaines entreprises dire je vais faire une politique RSE parce que ça fera venir les gens. Déjà, ça c'est mort dans l'œuf. Il y a un côté faux cul dans ce cas-là. Et c'est mort dans l'œuf parce que ça sera mal fait. Parce que mais souvent, on l'incarne pas. Le dirigeant doit incarner justement ses valeurs et sa volonté de se développer. Mais souvent, quand on discute avec les entreprises, comme vous n'avez pas attendu d'être écolo pour faire parce que ça vous paraît évident. Il y a plein d'entreprises qui font plein de choses et puis quand on leur parle de RSE parce que c'est à la mode, ils se disent « Oula, il va falloir que je fasse un dossier, il va falloir que… » Mais si on regarde déjà, ils font déjà plein de choses qui le sont. Ouais. C'est pour ça que c'est un bien grand mot. On a parlé un petit peu emploi, recrutement. Céline, tu as l'habitude de recruter. Est-ce que c'est important pour toi dans le recrutement d'avoir pour les entreprises pour qui tu recrutes ou toi pour les personnes que tu recrutes pour les mettre dans les entreprises qu'il y ait une démarche RSE? Au sein de Faraglo ou dans les structures clientes? Les deux. Les deux. Dans le moi, recrutement, je ne me définis pas comme ayant une démarche RSE, même si on a fait un diagnostic parce que c'était le guide, l'inspirant d'amélioration continue. Un guide pour moi, parce que c'était le début, je créais l'entreprise, donc je ne savais pas, en fait. Si j'étais dans le chemin, si j'avais déjà des choses que j'avais mises en place, le fait qu'on soit en cycle, nous, en fait, depuis 9 ans, on a construit une identité, peut-être, à force, en lien avec la RSE, en tout cas, une identité, le fait d'avoir un statut en société coopérative, ce qui fait que la structure ne m'appartient pas, qu'elle appartient à toutes les parties prenantes, qu'il y a déjà une transparence, l'égalité de traitement, il y a quand même des valeurs qu'on essaie de vivre, en tout cas, qu'on affiche d'une certaine façon, qu'on rend lisible par notre gouvernance, par les statuts. Et c'est vrai que j'en parle au recrutement beaucoup, de ce qu'on veut faire en fait dans cette structure-là, de la qualité de vie au travail, dans le sens où on choisit un temps partiel ou un temps plein dans différentes structures. Donc pour les personnes, c'est aussi un choix de vie, de pouvoir avoir des compétences, une autonomie et un engagement qui est possible même si on a un temps partiel dans une entreprise. Et ça, les entreprises, elles ne le savaient pas forcément parce qu'il y a très peu de recrutement hors temps plein. Et en général, c'est la femme a ses enfants un mercredi, alors que c'est pas du tout que les femmes, et c'est pas du tout que pour des enfants en bas âge que les gens choisissent de travailler à temps partiel. Et cet aspect-là, j'en parle beaucoup. Plutôt sur l'aspect social, parce que nous, sur l'environnement, on a fait le bilan carbone, mais on a, à part par les kilomètres parcourus et donc ce qui va vers la qualité de vie des gens, être proche des missions où ils vont aller pour avoir moins de kilomètres à parcourir et que nos bilans de carbone soient meilleurs. Nous, on a fait le bilan, on a fait 140 000 kilomètres sur l'année. C'est notre axe de progression. Donc, à moi d'affiner aussi les entreprises et les personnes et le matching parfait ou veut-on parfait pour faire en sorte qu'on ait un meilleur bilan carbone. Ou les faire rouler au biométhane. Ou les faire rouler au biométhane. Alors là, je dirais qu'il y a un process qu'on n'a pas encore enclenché, mais qui est une bonne idée. Il faut qu'on en parle. Si, viens en vélo. Je ne suis pas venue en vélo aujourd'hui, mais le vélo, j'essaye. Parce que, d'ailleurs, on a pris un bureau, nous, on est à Valence TGV, à Rovaltin, mais on a pris aussi un bureau à Valence parce que les salariés qui sont permanents pour la gestion de Faraglo avec moi en temps partiel habitent tout près. Donc, on a aussi un sujet sur la proximité des clients, des salariés. On essaye, on ne fait pas toujours, mais c'est l'intention d'aller vers ce chemin. C'est plutôt une opportunité et c'est une demande des entreprises et des salariés qui recrutent. Donc ça va, tout ça va dans le bon sens et ce n'est pas vécu comme une contrainte financière
forcément. C'en est une, c'est un des critères supplémentaires à rajouter quand on veut faire matcher la mission avec l'entreprise. Ouais, c'en est une. Mais ça fait partie des desiderata des salariés, autant que des miens. Donc, comme tu dis, c'est incarné. Et moi, c'est mon souhait aussi. Donc, je me l'applique, c'est tout. Et je trouve qu'on arrive de l'extérieur dans une entreprise, finalement, on a l'opportunité d'insuffler un autre élan. Et c'est si dans tes équipes, tu as des gens qui sont porteurs de valeur, bah, ça permet aussi d'avoir une dynamique et insuffler ce genre d'élan. Je pense que quand on incarne, qu'on fait des projets, moi je suis en cycle, c'était un choix, personne ne savait ce que c'était, il a fallu expliquer, groupement d'employeurs, personne ne savait ce que c'était, le temps partagé c'était assez peu connu, maintenant c'est beaucoup plus répandu, c'est un peu comme les soucis de l'environnement, tout le monde en parle aujourd'hui. Temps partagé, cette façon de travailler sur plusieurs projets, c'est plus abordé aujourd'hui, en tout cas c'est plus reconnu ou connu, même pour des salariés, d'avoir la possibilité d'avoir un CDI et de travailler sur plusieurs projets. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas le cas. Et quand ils arrivent dans les entreprises, tout ce qu'on construit au sein de Faraglo, on espère au sein de la SIC, avec 174 sociétaires, essaimer un petit peu de ce qu'on essaie de construire dans notre petit laboratoire. Voilà. Et à travers les salariés, c'est ces personnes qui font aussi connaître. Okay. Bon. Merci de m'avoir fait part de votre vision sur ce sujet. On va voir si vous êtes inspiré sur d'autres thèmes. Non, attends, parce que... Qui a gagné le million? Ah oui, qui a gagné le million? Parce que moi, j'ai mon chiffre d'affaires en jeu. On m'a pas encore dit. Je pense qu'Alexis n'a pas encore trouvé les 1 million, mais il va nous tenir au courant. On envoie le jingle? La minute de l'expert. Alors ça, c'est une nouvelle séquence. C'est dans l'émission. Je vous laisse la parole. Vous allez voir. Non, il n'y a pas de piège. Je ne sais pas si vous connaissez Eve. Elle est fondatrice de la société Orama. Alors, tout à l'heure, vous m'avez donné des noms. Vous avez parlé d'impact économique, impact environnemental, impact sociétal. Et Eve a une société qui va nous parler, qui permet de scorer tout projet immobilier. On l'écoute. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et pour aller plus loin, il ne peut pas être amélioré. C'est une phrase de Niels Bohr. Je suis Eve Uxey-Blanchet, fondatrice d'Orama. Orama, c'est la première plateforme dédiée à l'évaluation de l'immobilier durable. Orama permet de scorer tout programme immobilier au travers de 3 grands piliers pour pouvoir en révéler les impacts positifs. Le premier pilier, c'est l'intérêt économique, l'impact économique. Le deuxième, c'est l'impact environnemental. Et le troisième pilier, c'est l'impact social et sociétal. Tout immeuble, qu'il s'agisse d'un immeuble neuf, ancien ou même ancien rénové, peut passer au travers d'un scoring qui est composé de plus de 100 critères et qui permet ainsi de révéler les impacts positifs de l'actif immobilier. Orama existe depuis 2020. Nous avons scoré aujourd'hui plus de 200 programmes partout en France, à la fois au sein de métropoles de droit commun, mais également au sein de villes intermédiaires. Est-ce que vous connaissez? Moi, les sociétaires, on travaille ensemble depuis quelques temps. Elle est installée à Rovaltin. Oui. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Je ne connais pas du tout. Je ne connaissais pas elle, mais c'est un sujet qui parle, forcément. Sur la calculatrice et sur l'impact écologique qu'a le bâtiment sur les constructions. Tu as construit, tu commences à avoir fait quelques mètres carrés sur Rovaltin. C'est des sujets... tu t'occupes pas de ça, en fait, tu as quelqu'un qui va construire et qui... Non, nous, j'avais fait appel à l'entreprise Bonhomme, parce que aussi le côté local et... voilà. On a parlé de la partie locale et proche. Non, j'ai suivi moi-même la construction des bâtiments, la conception, et la partie environnementale était importante. Donc le premier bâtiment, on l'avait construit aussi en bois. Après, en fonction des tailles, c'était pas forcément évident. Mais il y avait un cahier des charges sur Rovaltin aussi. Et c'est ce que j'allais dire. Et Rovaltin, un cahier des charges assez précis et plutôt qui va dans le bon sens parce que on retrouve ce côté énergie, environnement. Voilà, on n'a pas certifié les bâtiments basse consommation, mais toute la démarche est là. Mais encore une fois, le scoring est important parce qu'effectivement, ce qu'on ne mesure pas pour l'améliorer, c'est quand même compliqué. C'est de savoir ce qu'on en fait, en fait. Mais en dans les années 2010, c'était Rovaltin, c'était vécu un peu comme une contrainte. C'en était une. Hein. Parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises qui voulaient s'installer sur Rovaltin et qui le
coût du bâtiment était plus important que d'aller s'installer sur les zones des horaires, sur d'autres zones, et qui ont fait le choix du coup de ne pas y aller parce qu'ils l'ont vécu. Alors que, comme tu as commencé à dire, c'est important, ça paraît aujourd'hui évident. Alors ces questions, on se les pose un peu moins. Mais il à faut l'époque, avoir une notion de coût complet, en fait, dans ces cas-là. Et c'est vrai que ce genre de solution permet d'évaluer les gains sur le long terme et de le mettre en perspective et de calculer potentiellement un TRI justement là-dessus en se disant « Ok, j'investis un peu plus ». Et c'est vrai que c'est de la responsabilité des zones d'activité, souvent, de mettre un cahier des charges pour qu'il y ait une certaine harmonie et aussi une certaine exigence. Après, c'est aussi de la responsabilité des boîtes de préparer l'avenir et éviter ce genre de choses. Nous, on a un projet justement dans le nord de construction d'un bâtiment sur une zone juste à côté de la Gigafactory qui a été lancée donc sur Douvrin. Et le CISIAF, qui est la zone d'activité, avait vraiment un cahier des charges assez précis. Et donc, au niveau de l'entreprise, on doit jongler entre les exigences de notre ICPE, c'est l'installation classée pour la protection de l'environnement, qui est assez contraignant quand on est des normes feu, etc. Mais également les exigences du parc d'activité et notre propre volonté. Et c'est vrai que d'avoir un scoring qui permet de remettre à plat et mettre en perspective tout ça, c'est pas mal, parce que sinon on le fait qu'au regard du cahier des charges fixé par des organismes extérieurs, en fait. Mais c'est pas si simple que ça, parce que je connais tes locaux qui correspondent presque, je sais pas si je peux dire, mais qui correspondent pas, en tout cas, à ce que tu fais. Et ce que j'ai envie de montrer aussi. Ce que tu as envie de montrer. Alors ça, c'est sur mes locaux en Ardèche. Et pour chercher, on essaie de t'accompagner à trouver. C'est pas si simple que ça, de trouver des locaux adaptés et qui correspondent. Le foncier, ça devient très rare, et ce qui est normal aussi, parce qu'on peut pas bétonner tous les sols. Il faut rendre à chaque fois autant que ce qu'on construit. Donc ça, c'est des vraies contraintes. Les agglos ne peuvent plus développer les zones. Alors, c'est pas propre à Valence, qui peut être difficile là-dessus, mais c'est heureusement qu'on fait ça. Mais même avec ces contraintes, des fois, c'est difficile de trouver des solutions. Et puis, vous avez, comme tu le disais tout à l'heure, il faut que l'entreprise, elle tourne, il faut qu'elle produise, et on a déjà quelque chose et on continue. Après, on essaie de l'améliorer, mais effectivement, si la sur la création, elle venait là où t'es, elle me dit de partir rapidement. Et surtout, on parle beaucoup de réindustrialisation. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Mais dans notre cas, c'est une création ex nihilo, finalement, et où on a besoin de beaucoup de surface. Trouver 25 000 mètres carrés de foncier à construire aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible dans le secteur. Donc, ou à des prix qui sont compliqués. Et du coup, il y a toujours un arbitrage économique, malheureusement. Et c'est vrai que toujours un petit peu un pincement au cœur qu'on doit faire un arbitrage économique sur des éléments qui vont valoriser le bâtiment à terme. Après, le coût du foncier, c'est un peu un faux problème, parce que quand on regarde réduit au coût de construction, même si le prix du foncier double, quelque part, ça a pas énorme, ça a toujours un impact financier, mais c'est pas le plus difficile. Non, sur un dixième du coût du bâtiment. Exactement. Donc, sur un financement sur 15 ans, ça change. Ce qui est plus problématique, c'est quand on a des coûts de construction qui vont augmenter de 30%. Là, sur les 90% qui restent, la note à la fin, elle est pas pareille. C'est ça. Nous, on devait signer notre bâtiment en fin février l'année dernière, en 2022. Bon, on a un petit peu attendu, et entre l'explosion des taux, les matières où il y avait déjà pénurie, et en plus incertitude totale sur le coût, c'est compliqué de prendre une décision, tout simplement. Donc, on attend. Affaire à suivre. En tout cas, je suis quand même étonnée. Je trouve ça un projet génial d'avoir cette plateforme-là, mais comme tu avais des RT, tu as déjà des normes, un peu comme les normes RSE. En fait, tu vois, si tu veux te faire labelliser ou avoir l'accès pour des programmes immobiliers nouveaux, tu remplis les critères de la RT 2012, de la RT 2020, et tu te dis que tu vas respecter tous ces scorings d'une certaine façon, mais tu te rends compte, là c'est plus large, c'est plus complet, c'est plus précis aussi. Et moi j'avais pensé, quand on m'en a parlé,
que ce type de choses dans l'RT, pour pas être une spécialiste, était déjà intégré dans cette exigence de se conformer à dans les programmes neufs. Et c'était pas le cas, donc je trouve que c'est une belle initiative, en tout cas utile. C'est une très belle initiative et alors elle a surtout, elle doit avoir 90%, c'est sur du logement. Ouais. Mais ce qu'elle me disait, c'est que ça arrive sur le tertiaire et sur l'industrie parce que c'est des questions que vous commencez tous à vous poser et vous l'intégrez. Alors qu'avant, même si vous les posez depuis un peu plus de temps, mais la majorité ne se le posait pas. Donc elle est amenée de plus en plus là-dedans, et elle est en train d'adapter son outil là-dessus. Et c'est la possibilité, justement, tu pourrais évoquer les RT et autres réglementations, de passer d'un domaine de la contrainte à l'opportunité, d'identifier des opportunités, soit d'améliorer le bâtiment, soit justement d'un retour. Et de prendre des coûts globales, et donc de construire peut-être plus petit ou ailleurs ou un peu plus loin pour respecter ces normes. Les conditions de vie. Parce que ce que tu disais sur Rovaltin aussi, Ouais. parce qu'on parle souvent de contraintes, mais si on est contrainte RT, plutôt contrainte énergétique, j'aimerais bien poser aujourd'hui la question à ceux qui se sont dit il y a 10 ans, c'est trop cher de construire là-bas, s'ils n'ont pas perdu ce qu'ils ont économisé en une année. Ouais. Mais après, si on va voir Rovaltin aussi, pour le coup, moi, ce qui me faisait peut-être un peu râler au début, parce que c'est vrai qu'on se dit, mince, il faut plus d'espace vert là-dessus, il y a ça à faire, il y a un peu plus de contraintes au niveau du cahier des charges. Assez de parking, tout ça. Oui, ça c'est un autre sujet. Mais on pourra en parler. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est une zone industrielle qui est agréable. Le côté où on est, c'est vert, il y a des espaces verts, on respire. Et ça, c'est vraiment plaisant, qu'on a l'impression. C'est innovant, hein, parce que c'était pas vu comme utile. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que globalement, si on pose la question aux gens sur la zone, je pense qu'on a plusieurs qui sont contents d'être sur cette zone. Oui, bien sûr, c'est une zone fabuleuse. Et en plus Et au départ, c'était extrêmement critiqué. Mais c'est vrai. Oui. Mais je pense qu'en plus, tu es le client parfait, entre guillemets, de cette zone. Tu corresponds complètement au développement de la zone. Non, mais Céline, elle ne voulait pas au début que je vienne sur la zone. Si, je suis battue pour que tu viennes, tu rigoles. C'est balance ton projet, c'est ça. Je me suis battue pour faire le premier bâtiment. Elle m'a challengé, en fait. Je vois, c'est de la tisane, c'est pour me calmer. Si on est, c'est en partie grâce à Céline. C'était une plaisanterie. Très bien, maintenant on va revenir sur une séquence que vous connaissez. Pris la main dans la tasse. Alors, je vais vous demander de piocher au hasard un mot dans la tasse qui se trouve sur la table. Au hasard. Allez-y, un mot chacun. Et après, je vous laisserai me dire ce que ça vous évoque. Si j'aime pas, je te le donne. D'accord. Ce qui inspire pas l'un peut inspirer l'autre. C'est plus pour toi, celui-là. Recyclage. Donne. Recyclage. Tu peux le donner, hein. On n'a pas de directive. Tu recycles aujourd'hui? Oui, indirect. Si on recycle les déchets organiques. Après, le piège du recyclage, c'est hyper important. C'est quelque chose. Faut y aller à fond et pas se donner de limites là-dessus, mais faut le coupler à la sobriété. Souvent, les gens se trouvent l'excuse de dire c'est bon, je peux consommer parce que ça va être recyclé. Le premier gain environnemental, c'est ce qu'on consomme pas. Donc il faut faire attention à ça, et trop de personnes ont ça dans la tête et se disent de toute façon c'est recyclé, je peux. Mais le recyclage, et tu le vois bien, a un coût énergétique, environnemental. Il faut construire des bâtiments parce qu'on consomme énormément de quoi que ce soit, des matelas ou autres. Donc il faut recycler, c'est à fond. Est-ce que ça n'est qu'un maillon, en fait, le recyclage? Il y a d'abord la réutilisation, il y a la sobriété, il y a plein de choses. Oui, il y a la réutilisation avant. Et en fait, ça naît dans la pyramide. Le pire est d'enfouir. Après, après on crame pour produire de l'énergie, on crame pour substituer de l'énergie, mais voilà, après il y a le recyclage, mais il y a surtout la sobriété, le réemploi, et c'est ce sur quoi on doit d'abord s'atteler. Tu arrives dans la conception de tes machines à utiliser des matières recyclables, où tu fais attention que ça soit recyclable derrière. Est-ce que c'est déjà un sujet qui est là? Parce que depuis 30 ans que tu fais des machines, il y a certaines machines que tu as dû récupérer. En fait, alors c'est un sujet.
Mais en fait, nos machines, elles sont conçues principalement, mais parce qu'on est sur des gaz en pression, il n'existe pas aujourd'hui d'autres vraiment solutions en pression auxquelles on travaille. On est sur de l'acier, et de l'inox, donc par définition recyclable. Mais avant de l'imaginer recyclable, c'est plutôt de se dire comment on le fait durer le plus longtemps possible. La machine. J'allais parler de longévité, Ouais, moi, tu c'est vois, ça, la tout à fait. longévité Et des donc, produits. nos machines aujourd'hui, et ça fait partie du rôle, on est dans notre secteur d'activité, la société qui a investi énormément en maintenance et en service pour faire durer les machines le plus longtemps possible. Elle dure combien de temps? Aujourd'hui, il y a un défaut parce qu'on dit elle dure 15 ans. Parce que en fait, le contrat d'achat, on est sur des systèmes d'énergie nouvelle avec une obligation d'achat qui sont des contrats de 15 ans. Mais on ne va pas la mettre à la poubelle dans 15 ans, on aura toujours besoin. C'est des machines, la tuyauterie acier, dans 100 ans, elle peut être encore là, quoi. Tu refais un contrat derrière ou tu récupères la machine, t'en mets une nouvelle et par contre tu vas la placer ailleurs pour des questions économiques? Non, l'objectif c'est de ne pas bouger la machine, peut-être changer des éléments de la machine, comme la voiture, à un moment il faut changer les pneus, on ne jette pas la voiture. Nous ça va être ça, on va changer quelques éléments, mais de les faire durer le plus longtemps possible, et dans les éléments qu'on récupère, que ce soit des filtres ou autres, plutôt que de les jeter, c'est essayer de les régénérer d'abord. Donc il y a des solutions et des choses qui se développent. On régénère les filtres, on les a pas jetés, on les a pas recyclés dans le sens, mais on les réutilise. Et donc là aussi, on a un gain direct. Pareil sur des consommables. Et donc c'est tout un travail, qui a encore une marge de progression énorme. Tes clients te posent ces questions du recyclage? Moi, ici, quand on s'est installé, j'ai la société Cima qui nous a travaillé sur l'aménagement, sur les fauteuils. J'ai demandé d'où venait la matière. Est-ce qu'il y avait du recyclage? C'était tout ça. On l'a travaillé là-dessus. Est-ce que toi, tes clients te posent cette question ou... Pas du tout. Pas du tout, mais après, peut-être parce qu'on est dans un domaine où, de toute façon, aujourd'hui, l'acier, il est recyclé. Et dans un domaine où, ce qui est malheureux, mais l'impact de construction est très faible par rapport au gain environnemental apporté sur la production de biométhane pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Maintenant, il y a des axes d'amélioration, mais non. Aujourd'hui, les clients ne regardent pas trop ce point-là encore. Après, Dans notre domaine, je trouve que ça pose surtout la question de ton modèle économique. Tu n'es pas là pour vendre un produit, tu es là pour vendre une installation qui va durer, donc une prestation. Ton client a besoin d'une prestation, et finalement, on parle maintenant d'usage et non pas juste de vendre en linéaire. Donc ça pousse effectivement à la robustesse des équipements, à la durabilité, à la fiabilité, etc. Parce que tu as tout intérêt, à partir du moment où tu t'engages sur la durée avec ton client, d'apporter des produits qui soient le plus durables. Et qui fonctionnent. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une installation qui ne tourne pas. On pourrait en parler longtemps, mais je vais demander à Timothée de prendre un nouveau mot. Parce qu'on peut rester sur le même. En fait. C'est ça. Et toi, tu vas rester sur la dernière, comme ça, tu ne pourras pas le refiler à quelqu'un. Ah non. Budget. Oh purée, tant mieux que tu l'aies. Budget. De la contrainte n'est l'innovation. Oui, il y a toujours des arbitrages à faire. On a plein de projets, on a plein d'idées, on a plein d'envie d'améliorer dans tous les sens. Après, il faut choisir ses combats. À la rigueur, on n'est pas parfait partout. Ouais. Et à un moment, il faut se poser et se dire, OK, c'est l'opportunité du budget, justement, c'est qu'est-ce qui fait l'essence de mon métier, qu'est-ce qui est vital pour le développement de la société, et que tout en ayant la grille de lecture environnementale et sociétale dans la notion de budget aussi, quoi, pour gérer ses priorités. Et si on sort un peu du sujet, on parle beaucoup de RSE, mais le budget, le financement aujourd'hui, mais les dirigeants m'en parlent beaucoup, c'est un vrai sujet. C'est ton sentiment là-dessus? Le sentiment, c'est que sortie de Covid, il y a eu énormément de dispositifs avec de l'argent quasi gratuit, et l'État, pour le coup, a joué son rôle et a financé beaucoup de projets.
il y a je pense, de plus en plus la compréhension de la nécessité de réindustrialiser, donc cibler les industriels, certains secteurs, dont l'économie circulaire, donc apporter des financements là-dessus. Après, avec la hausse des taux et finalement l'État aussi n'a pas un budget illimité, là il y a quand même une vraie restriction qui est en train de s'opérer. Donc c'est un peu la fin de l'argent gratuit là-dessus, quoi. Mais tu as trouvé des solutions pour continuer dans ce sens que tu veux développer. Ouais, des solutions, on en trouve toujours. Après, c'est un combat et ça demande beaucoup de temps, quoi. Enfin, c'est le sujet d'un entrepreneur. Ouais, c'est fou ce que ça mobilise comme énergie et ressources pour aller chercher ces financements. Et donc, il y a de la redistribution. Il y a beaucoup de redistribution en France. Donc, on paye beaucoup d'impôts, des charges dans tous les sens. Et à côté, on peut accéder à plein de financements. Mais de temps en temps, on a envie de dire, ok, juste laissez-nous tranquille, on va avancer. Laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. On paye un peu moins, mais on touche un peu moins. Comme ça, au final, l'équation sera la même. Mais bon, après, c'est le jeu, on s'adapte, on est là pour ça. Il faudra un indicateur d'efficacité de reversement. Entre 10 € collectés, combien on en reverse. C'est ça. On va demander à Eve de nous faire une calculatrice. Je pense qu'il y a des axes d'amélioration énormes. Ouais, je pense. Céline, à toi. J'ai vu que tu regardais un peu, t'essayais Pas de du lire les tout. mots. De toute façon, j'ai pas mes lunettes. Enjeux sociaux. Ah, purée. Enjeux sociaux. À quel niveau? Au niveau de l'entreprise? Qu'est-ce que ça t'évoque, très rapidement? Très rapidement. Non, rapidement. Je connais une salariée, une collaboratrice qui me dit que je suis pas super synthétique dans certains cas. Non, mais tout de suite, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Les enjeux sociaux, c'est le dialogue. Ce qui me vient, c'est le dialogue social. Enfin, ce qui me vient par rapport à ma structure, parce que nous, pour parler recyclage ou budget, société de services, on n'est pas dans le même sujet d'investissement. On investit dans la ressource humaine, de cette façon. On est locataire de notre bâtiment. Sur les enjeux sociaux, en tout cas à mon niveau, c'est l'enjeu de dialogue, comme on est en partagé. C'est de pouvoir être à l'écoute humainement des personnes, des clients autant que des salariés, que je ne vois pas tous les jours. Donc c'est cet accompagnement-là. L'enjeu social, au niveau de la société, je dirais qu'on a un enrichissement des plus riches et un appauvrissement des plus pauvres. Donc peut-être qu'on parlera d'autres projets. Nous, on a un projet en lien avec le social et l'économique qu'on voudrait relier. Donc ça m'évoque ce projet-là que j'ai en tête, en tout cas au niveau des enjeux. De servir aussi la société à travers le fait de faire vivre et d'embaucher des personnes, d'accompagner des entreprises. C'est l'enjeu sociétal de vie des gens. T'as à peu près 29 salariés, hein, je crois. Oui. Je t'ai dit. Ouais. C'est eux, qu'est-ce que, en rapport avec ça, avec ces enjeux sociaux, comment ils le vivent eux? Est-ce que toi, tu as pris des dispositifs? Je sais que tu fais très attention à tes filles, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup Il y a des hommes. Dans les chefs d'entreprise, il y a encore beaucoup d'hommes, beaucoup plus que de femmes. Dans tes salariés, je parle. Un salarié, oui. Que 4 hommes, oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont prioritaires? Est-ce qu'il faut mettre en place des choses? Est-ce que ça avance dans le bon sens? Après, moi, enjeux sociaux, je le vois au niveau sociétal, plus qu'au niveau de ma structure. Donc, je trouve ça super large. Je trouve ça un peu difficile de répondre en quelques minutes, parce que ça serait un sujet de débat de soirée, presque. Tu vois, donc c'est difficile pour moi de répondre là-dessus. Ce que je perçois, moi, pour Faraglo, c'est que l'enjeu social, c'est de leur donner de quoi vivre, d'être correctement rémunérés pour le travail que les personnes font, que veiller à la progression et à l'épanouissement. Cet équilibre-là, il est social aussi, mais il est surtout humaniste, d'une certaine façon. Donc, je le vois plus comme humaniste en ce qui me concerne que social. Voilà. Okay. Tu nous en parleras après dans tes projets. Ouais. Je vois que vous êtes toujours inspiré. On va continuer dans ce sens pour découvrir vos projets du moment. Jingle. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets du moment, de l'année? Quels sont vos actus? Qui est-ce qui a envie de commencer? Je sais que vous avez plein de projets. Moi, je vais commencer. Allez. Lors de la présentation, j'expliquais effectivement que j'étais dans l'économie circulaire des matelas. Donc, la première étape, c'est démanteler des matelas. Maintenant, ça fait plus de 5 ans qu'on fait beaucoup de R&D pour
recycler des mousses polyuréthane. Et ça fait 1 an maintenant qu'on fait, par exemple, l'isolation acoustique de la Méganitech, de la Future Scénic, donc des produits, de nouveaux produits avec des destinations aussi bien dans l'industrie automobile en l'occurrence, des tapis de protection de tapis d'escalade, des assises pour, par exemple, de canapes pour Maison du Monde, et voilà. Et ça, on est passé en version vraiment industrielle l'an dernier. Aujourd'hui, le projet, c'est de confirmer ce lancement et de réussir à vraiment le développer. Parce que ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter, mais ça a une va inertie continuer. énorme. En fait, ça fait 5 ans qu'on développe ça. Ça fait vraiment 1 an qu'on est en mode industriel. Mais développer un véhicule pour Renault, c'est énormément de travail en amont où il faut tout valider. Et par contre, une fois qu'on est lancé, on a 5 ans de visibilité et des vraies perspectives de chiffres. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est vraiment là, c'est réussir à franchir ce cap de l'industrialisation du recyclage des mousses. Et le deuxième gros projet phare, qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est de lancer une gamme de matelas 100%. Alors ça fait... j'ai repris ici un ancien site de fabrication de matelas, donc on a le savoir-faire pour fabriquer des matelas. On fabrique des matelas qu'on commercialise à petite échelle, on va dire, aujourd'hui. Et là, l'idée, c'est de changer d'échelle, proposer une vraie gamme et où on aura réfléchi à l'ensemble des composants du matelas, jusqu'à la housse qu'on ne fabrique pas, mais qui est en polyester recyclé. Et tout l'intérieur, le cœur du matelas, c'est avec des matières qui sont upcyclées ou recyclées. Et l'enjeu est justement pas de faire de la réutilisation à bon compte, mais de requalifier techniquement l'ensemble des mousses. Donc on est très vigilant justement sur la qualification, sur l'aspect sanitaire et également sur l'évaluation environnementale de ces produits. Donc c'est les 2 grands projets phares qui permettent de boucler en fait Produire sous ta marque Alors ce serait produire sous notre marque ou pour des distributeurs engagés qui veulent, par exemple avec la Camif, qui est un distributeur engagé, on a sorti le matelas Timothée. Ça a été 3-4 ans de R&D avec eux, mais ça fait partie des sociétés qui s'engagent sur le long terme parce qu'on sait que c'est exigeant, ça demande du travail, et ça se fait pas du jour au lendemain, et on n'a pas juste un dialogue de j'ai un produit, je l'achète, etc., je le substitue assez facilement. Il faut repenser l'ensemble du produit, et c'est pas toujours évident, donc il faut forcément des partenariats un peu de long terme pour réussir à s'ancrer. Tu parlais tout à l'heure de Renault. Ils viennent te chercher ou c'est toi qui leur proposes des solutions et forcément ils ont envie de l'intégrer dedans, ou c'est eux qui t'ont donné un cahier des charges? Alors, c'est pas Renault. Je travaille pas avec Renault directement. Je travaille avec un sous-traitant de rang qui est venu nous chercher un peu au pire moment. On était en train de redresser une société où on n'était plus que 7 à bord. Maintenant, on est une cinquantaine ici à Flavignac. On n'était plus que 7 à bord, mais on avait un gisement de polyuréthane et on avait un outil de transformation, et venait nous chercher un peu pour ça. Et du coup, R&D du coup. Beaucoup de R&D, et maintenant on est sur des soucis de qualité, de traçabilité, logistique, mais quand on en est là, ça veut dire qu'on a levé tous les verrous techniques. Et des acteurs de l'automobile, justement, viennent chercher du prix forcément, mais sont extrêmement exigeants, et on travaille sur l'industrialisation des procédés. Oui, parce que j'ai visité ton usine. L'industrialisation, c'est pas des machines qui font tout ça. J'ai vu beaucoup d'humains qui... Alors, sur la partie démantèlement, ouais. C'est beau, et ça, justement, on travaille avec une boîte locale pour automatiser ces étapes de démantèlement. Après, c'est mon deuxième métier, parce que j'ai 3 métiers. Le démantèlement, qui est
reste encore un peu manuel, qui reste très manuel, mais sur lequel on est en train de travailler sur l'automatisation. On parle d'une ligne de 30 mètres de long qui permet justement d'automatiser ça. Par contre, la partie recyclage, là, pour le coup, c'est usiné. Oui, c'est un process en continu. On met une vieille mousse et en bout de ligne, on a une nouvelle mousse et entre les deux, il y a 5 millions d'euros d'investissement. Ouais. Donc, ça fonctionne. Et ça, voilà, c'est ça qui n'est pas forcément facile à faire sortir, mais une fois que c'est sorti, derrière, ça tourne. Ouais. Céline, tu as des projets? Ouais. Ah bah oui, c'est la vie, les projets. C'est la vie d'une entreprise, c'est vrai. Oui, c'est la vie d'une entreprise. Alors, nous, on développe les services, nouvelles compétences, tu as parlé de recrutement, etc. Donc ça, c'est l'aspect offre de service. Après, sur le mode de développement, de stratégie de développement, j'ai découvert, parce que je fais partie du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, et ça, depuis quasi le début de la création de Faraglo, ça m'a beaucoup aidé. Très bien, CJD. On est quelques membres, là. On est quelques membres. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à trouver ma place aussi, parce qu'on crée quelque chose, mais on ne sait pas forcément ce qui nous attend. Hein. On crée parce qu'on a une idée. On n'est pas né dirigeant, manager, ni quoi que ce soit, donc on apprend. Et j'ai découvert lors d'une conférence au CJD la perma-entreprise, qui est inspirée de la permaculture. Et comme on était déjà dans cette démarche de conviction, de valeur, de prendre en compte autant l'humain que l'environnement, c'est un système qui a été développé par une entreprise informatique de 600 personnes. Ils ont formalisé leur méthode de développement de leur entreprise sur le modèle de perma-entreprise, avec la prise en compte de 3 principes éthiques dans toutes les décisions pour l'entreprise qu'ils ont à prendre. Prendre soin des humains, prendre soin de la planète, se fixer des limites, parler de sobriété, en tout cas se fixer des limites et partager les surplus. Je dirais que nous, on était en SIC, puisque la structure appartient à tous ses membres, les clients, les salariés et d'autres sociétaires. On était déjà en chemin sur ce 3e aspect-là, mais ça nous permet d'avoir un plan d'action et des enjeux tirés de ces principes éthiques, de développer la stratégie de Faraglo dans ce chemin-là. En tout cas, on est en cours, là on a travaillé notre raison d'être, les enjeux. On va les présenter à notre AG la semaine prochaine. Et puis après, on aura un plan d'action pour ça. Et l'idée, c'est de fédérer et de faire adhérer non seulement les salariés, mais les clients, et puis de mettre en place des choses, de faire. Il n'y a pas de labellisation, il n'y a pas tout ça. C'est un écho positif, j'imagine. En interne, on ne communique pas dessus aujourd'hui, mais en interne, oui, c'est plutôt bien perçu. Puis on travaille en séminaire avec les salariés, en comité stratégique avec les clients, ce qui permet d'avoir aussi les idées de plus de gens, en co-construction, en fait. Donc c'est le projet. Et puis mon projet pour dans 2 ans, c'est de faire un Faraglo des seniors. Parce que les seniors, ils n'ont pas forcément envie de s'arrêter de travailler, mais peut-être qu'un temps partagé pour des personnes. C'est long, ça. Bah ouais, ça serait bien. On le fait déjà, parce que j'embauche des personnes intergénérationnelles de 25 ans à 64. À la retraite. Ça dépend de l'évolution de la réforme, hein. Mais, Ouais. mais je pense que ça peut être encore adapté dans 1 an ou 2. Ouais. Via du portage salarial ou des choses comme ça. On n'est pas en portage. Moi, j'embauche en CDI des personnes, puisque l'idée, c'était de pérenniser des postes. Quand on parle du social. À la retraite, c'est possible de continuer à travailler, bien sûr. Ouais, c'est possible de cumuler. C'était via des systèmes de portage. Et il y a des personnes qui ont besoin ou envie de travailler au niveau de l'intégration sociale, simplement pour transmettre en plein de compétences. Sur des fonctions spécifiques. Voilà. Aujourd'hui, j'ai quand même déjà 10, 15, 20% des personnes qui ont plus de 50, 55 dans l'équipe et qui apportent beaucoup aux personnes de l'équipe qui en ont 25. Après, tu prends tellement soin d'elles qu'elles ont envie de travailler longtemps. Mais on parle de retraite, c'est pas le sujet, mais c'est le bien-être au travail. C'est quand on est dans de bonnes conditions, après on peut travailler encore 1 an, 2 ans, 3 ans de plus quand on est bien. Et pas forcément sur des 35 heures, mais sur des durées un petit peu plus courtes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça. Donc après, il y a l'enjeu de la structure. Voilà, en tout cas, c'est 2 projets. Beau projet. Ouais. Sébastien, tu n'as pas beaucoup de projets? Oh ben non, on va passer la question. Il y en a quelques-uns, mais un qui me tient à cœur particulièrement, qui a vu le jour cette année, qui n'est pas centré Prodéval et au contraire qui répond à énormément de sujets RSE, si bien économie locale, partenariat d'entreprises, réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc ce projet-là, c'est Drôme Énergie Distribution. Donc vous aurez peut-être entendu parler. Donc c'est un regroupement. En gros, c'était comment mettre en lien nos clients qui produisent du biométhane, donc une énergie locale. En France, il n'y a quand même pas beaucoup de gaz qu'on sait produire. Donc en général, on a plutôt tendance à
à l'importer. Donc on a des clients ici dans la Drôme qui produisent du gaz made in Drôme, donc du biogaz. Et l'idée, c'était comment le rendre disponible à tout le monde, comment le démocratiser, comment le mettre en place, et comment venir substituer au plus rapidement les énergies fossiles. Et donc, grâce à quelques entrepreneurs locaux motivés, là, comme Groupe Cheval, le Bertolami, Transport Martin, et aussi la SEM Rovalère, on a créé un groupement d'entreprises, une société avec plusieurs associés, pour développer un réseau de stations. Donc, une station de stations biométhane qui distribue à 3 points sur l'agglo ce biométhane. Donc, ça a été mis en place encore. Et la dernière doit ouvrir dans pas longtemps, et permet en fait de distribuer ce biométhane produit localement à partir de déchets. Donc on a soit la station d'épuration de Valence, soit des méthaniseurs agricoles qui utilisent les déchets agricoles, les déchets agroalimentaires du coin, parce qu'il y en a beaucoup quand on travaille là-dedans. Et donc là, c'est 2 sites, 2 endroits aujourd'hui. Il y en a 2, il y a le troisième à l'entrée du siège du groupe Cheval qui va être proche de la piscine Diabolo. Ouais. Le troisième va être là, il y en a une autre dans la zone de Romans, et puis l'autre qui est à côté de Leroy Merlin. Ceux qui viennent chercher ce gaz, ils l'utilisent comment? Aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les entreprises de transport, c'est d'abord ces entreprises parce que c'est l'histoire de la poule et l'œuf, c'est de se dire, s'il n'y a pas de station, je ne mets pas de camion au gaz. Ouais. Et s'il n'y a pas de camion au gaz, je ne mets pas de station. Et là, ces entrepreneurs-là, on dit, feu, nous, on va avoir un besoin, on a compris qu'il y a un sujet de réduction de gaz à effet de serre, de réduction des émissions, qu'il va falloir s'investir dans multi-énergie. Donc on y va, on investit dans le réseau de distribution, et en plus on va mettre des véhicules, donc à la fois Rovalère qui va mettre des bennes d'ordures de collecte ordures ménagères, il y a la Srada qui met les bus, il y a l'entreprise Cheval, il y a le Transport Martin, Bertolami, donc des bus, des camions qui vont rouler au gaz, qui permettent d'initier, d'amorcer la pompe, si je peux le dire comme ça, mais ce sont surtout des stations qui sont disponibles à tous. Donc en fait, là, n'importe qui, moi je suis venu en roulant en biogaz, donc on peut aller faire le plein là-bas, payer par carte, il faut juste acheter une voiture gaz, et ça permet d'utiliser un gaz qui est produit localement, puisque c'est des agriculteurs locaux qui produisent ce gaz. On est dans le circuit court, on est dans le circuit court, et dans la réduction directe d'émissions de gaz à effet de serre. Ce projet, pour moi, n'est pas totalement terminé. Il ne me reste plus qu'à boucler la boucle, puisque le biométhane est produit, injecté dans le réseau et utilisé localement. Il reste le CO2, qui pour l'instant part à l'atmosphère, mais parce que c'est le CO2, cycle naturel du carbone. Et on va installer dans pas longtemps une installation qui va permettre de le liquéfier, d'aller l'utiliser dans des industries locales. Et en plus aussi de produire à côté l'électricité pour alimenter nos installations. Donc en gros, l'énergie qui sortira de ces sites, qui est utilisée localement, est une énergie totalement décarbonée, puisqu'on enlève le CO2, on enlève tout, on le réutilise, qui n'utilise pas d'énergie du réseau. Donc parfois, elle est peut-être nucléaire, mais elle est parfois aussi charbon, parfois autre, et donc qui l'utilise, est donc autonome, et toute l'énergie qui sort de ces sites, c'est une énergie positive, excédentaire. Donc là, on est dans le modèle que prône Prodéval, qu'on essaie de mettre en avant. Et donc, je suis plutôt fier de ce projet-là, très content de faire partie de ce groupement d'entreprises et d'avoir, il y a ce côté aussi responsabilité, justement, des entreprises. On y va, on se met ensemble, on crée ce réseau, on va l'initier, on y croit, et derrière, on va nous suivre. Des sociétés vont venir, vont prendre ce biométhane parce qu'il y en a besoin et parce qu'on va réduire tout de suite nos émissions de gaz à effet de serre. C'est une preuve de concept énorme. C'est une preuve de concept finalement que vous êtes en train de faire pour essaimer derrière et rendre local finalement une solution qui est faite en Drôme, mais c'est exactement ça. Demain en Italie, en Espagne ou ailleurs. C'est comme ça que je le définis. Oui, c'est ça. Du coup, vous commencez ici sur le Rhône-Alpes et après l'idée c'est d'aller C'est internationaliser parce qu'on a créé des filiales internationales, une économie locale. C'est-à-dire comment on multiplie ce modèle local à tous les endroits de la planète parce qu'on trouve du biogaz à plein d'endroits, que ce soit dans les centres d'enfouissement, les stations d'épuration, et surtout dans des pays où il y a besoin d'énergie. Et avec ce biogaz, on peut produire de l'électricité, produire du CO2 pour l'industrie, produire du carburant. Et écoute, des rapports avec les constructeurs de véhicules? Est-ce qu'il y a des rapprochements qui se font? Parce que c'est aussi la mise à disposition pour les personnes individuelles. Renault, donc, non, les sous-traitants de Renault. Parce qu'en fait, et j'ai rien contre les non, mais est-ce qu'il y a des démarches? Non, parce qu'en fait, c'est pas eux qui choisissent. Ce sont aujourd'hui les politiques
Et vous le voyez bien, si vous regardez, si vous allez vous faire un choix, vous allez dire, je vais prendre une voiture électrique ou peut-être une voiture hydrogène, parce qu'on me parle beaucoup d'hydrogène, mais sans connaître les impacts et de tout ce qui peut y avoir derrière. Hein. Encore une fois, il faut imaginer que demain, on les connaît, et c'est connu. Et je ne rentrerai pas dans le débat, mais on a ce qui est une chose est certaine, c'est qu'on va vers un mix énergétique. Il faut arrêter de croire, et il n'y a que la France qui essaye de faire croire ça, que demain, tout fonctionnera à l'électrique. Ouais. C'est une grosse bêtise, et on est en train d'aller dans le mur. Et en fait, nous, on continue, on est sur la résilience des territoires, parce que quand tout le monde aura un problème avec son véhicule électrique ou l'alimentation électrique, on aura quand même quelques véhicules qui tourneront au gaz, et ça fonctionnera, parce qu'en fait, on ne peut pas aller contre. Même si les hommes politiques ou autres pensent qu'on ira tous à l'électrique, ou tous à l'hydrogène, c'est pas vrai. Les constructeurs tirent la sonnette d'alarme. Oui, mais ils sont obligés d'y aller parce que la demande est que électrique. Et d'entendre qu'on va être que électrique, c'est une bêtise. Je ne suis pas contre l'électrique, c'est très bien, ça a des applications super. Et encore une fois, je suis pour... Mais comme dans tout, on veut passer tous les bâtiments en électrique, enlever les chaudières et mettre des pompes à chaleur. Alors, prions, espérons qu'on n'aura plus d'hiver très froid, parce que je pense qu'on va avoir des réseaux qui vont sauter quand il sera du moins 10 degrés, parce que le réseau électrique ne sait pas gérer des pics importants sur des courtes durées, alors qu'on saurait gérer des mix énergétiques sur des bâtiments entre une pompe à chaleur et une chaudière gaz. Tu saurais produire assez de gaz, on pourrait produire assez de gaz pour chauffer... De biogaz aujourd'hui, le biogaz ne fera pas tout, il ne remplacera pas tout. Il faudra donner une orientation. Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est le chauffage? Oui, mais ça fait partie du mix. Ça fait partie du mix, et c'est pour ça. Ouais. Mais comme l'hydrogène... Il n'y a pas de solution unique. Avant qu'on tourne tous à l'hydrogène ou autre, et qu'on fonctionne tous à l'hydrogène, on ne le verra pas, nous. Et pareil sur l'électrique. Donc en fait, c'est surtout ça. C'est la résilience des territoires, elle est hyper importante, et elle passe par des actions comme Dreux Énergie Distribution, et ça, je trouve ça vraiment top, mais aussi par le fait de ne pas opposer les énergies et de faire comprendre aux gens qu'il n'y aura pas qu'une énergie. Et si on n'a pas compris ça, on va se retrouver dans des situations où on découvre que quand il y a une guerre en Ukraine, on n'a que le gaz qui vient de Russie et que ça pose problème. Mais bien dans pas longtemps, quand il y aura une guerre en Chine, on va se dire merde, toutes les terres rares, elles viennent de Chine et je peux plus produire mes batteries ou mes panneaux photovoltaïques, etc. Donc il y a aussi ce côté de résilience des territoires qui est hyper importante. Et voilà, ce projet-là se greffe là-dedans parce que ça fait partie de tout. C'est réduction des gaz à effet de serre, remplacement des énergies fossiles, partenariat industriel, engagement fort de sociétés locales, unités fabriquées localement. Toutes les machines sont fabriquées localement. Donc et plus, on va encore aller dépolluer en captant ce CO2, en allant l'utiliser, et demain en l'inertant. Donc c'est... Voilà, pour moi, quand tu parlais de mix, nous on participe quelque part à ce projet parce qu'on a eu la chance d'être sollicités pour faire du temps partagé, mais travailler sur ce type de projet pour faire la com en temps partagé. On travaille avec plein d'entreprises différentes, elles sont toutes bien, mais c'est ce mix de choses, entreprises industrielles avec lesquelles on travaille, d'entreprises innovantes par leur concept, des entreprises sociales comme les Restos du Cœur avec lesquelles on travaille. C'est cette mixité aussi que... Bon, je vais peut-être répondre à l'enjeu social un peu comme ça maintenant, un peu tard, mais voilà, c'est tout ce choix aussi de mixer les environnements avec lesquels on travaille, qui enrichit, je pense, à la fois les entreprises et à la fois les salariés. Et ce qui crée du sens au travail, quoi. Parce que d'une certaine manière, tu ne travailles pas pour une boîte, mais tu travailles pour un projet. Mais elle travaille aussi pour des entreprises, parce qu'à chaque fois, il y a du sens, et puis peut-être qu'on attire ce qu'il nous faut. Donc, dans les sociétaires, on a de plus en plus d'entreprises qui donnent du sens à leur métier. C'est ce que j'entends souvent, les dirigeants ont du mal à recruter et puis ils veulent donner du sens aux salariés. C'est pour ça que je te posais tout à l'heure un petit peu la question pour toi dans ton recrutement, pour toutes tes filles, de mettre du sens et ça correspond tout à fait à ce que vous dites. Bon, c'est bien, j'ai entendu le mot local, j'en profite pour rebondir. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi vous avez investi ici plutôt qu'ailleurs. Jingle ? Alors, pourquoi ici? Allez, on va commencer par moi, ça va être super court. J'habite ici. J'ai eu cette idée de projet. J'ai travaillé comme chargée de développement économique à Rovaltin avant que ce soit l'Aglo. On a travaillé ensemble sur les bâtiments.
Et en fait, j'avais perçu que les entreprises locales avaient ces besoins de temps partiel durable, mais sur des répondu. compétences un peu spécifiques. Donc, j'ai monté ce projet-là parce que j'étais familialement implantée ici. Tu as répondu à un besoin. J'ai répondu à mon besoin. Et tu es bien ici. Et je suis bien ici. Voilà. Voilà. Et par rapport au territoire, ton métier, tu pourrais le faire ailleurs. On m'a proposé de le faire, même Montélimar, ou de monter des phares aglo ailleurs. Ouais, c'est ici, mais est-ce que tu aurais, par opportunité, tu auras envie de dire, tiens, je vais en faire un on parlait de Sante dans le Nord, je ne sais pas où c'est, mais... Près de l'île. Après, c'est une question de qualité de vie pour moi. Ouais. C'est déjà beaucoup d'engagement de créer une structure et je ne me sens pas forcément en capacité ou avec l'envie de faire plein de déplacements au-delà de l'aspect environnemental qui est dans ma tête. Mais c'est aussi de dire, je préfère développer le type de service et les projets sur le territoire plutôt que d'aller implanter la même chose sur d'autres territoires. C'est un choix personnel. Ouais. Voilà. Parce que je me trouve bien ici, que je trouve ça intéressant d'être en synergie avec les TPE, PME locales et développer à leur contact de nouveaux... une nouvelle typologie de services d'accompagnement et de se parfaire là-dedans. Voilà. Okay. Alors moi, pour le coup, L'île Flavia, je suis ch'ti et mon associé aussi. On a monté ça dans le Nord. Et en soi, on n'avait pas forcément plus de projets de développement. On a eu quand même l'opportunité en fait, de reprendre. Donc, on a repris à la barre du tribunal une société industrielle, donc la fabrication de matelas Simons en Ardèche. J'avoue que je connaissais pas du tout ni l'Ardèche ni la Drôme et on est super bien. Donc C'était en quelle année que tu as repris? On a repris en 2016. 2016. 2016 et j'ai découvert un territoire typiquement en Ardèche où je pensais qu'il y avait que du tourisme, mais non, c'est un territoire industriel et j'adore découvrir dans la région plein de petites boîtes qui, toujours dans le domaine industriel, mais qui ont des croissances fortes, qui sont sur des positionnements très précis et qui se développent super bien. Et du coup, vraiment hyper heureux du choix pro et perso aussi, parce que la région est magnifique pour le coup. Je vais faire un peu de pub un peu sur cette vallée de l'Ardèche, Flaviac, en direction de Privas, parce que ici, les gens nous demandent beaucoup Valence et la proximité. On a du mal à bouger les gens un petit peu plus loin parce que le coût du transport, parce que le bassin d'emploi. Mais quand on est Flaviac, quand on vient à Valence, on va mettre autant de temps pour venir ici que de venir de Romans. On a une demi-heure de porte-à-porte du centre-ville de Valence quand on est à Flaviac. Et c'est vrai que c'est une vallée qui fut une très grande vallée du textile. Il y a encore des belles, industries. On est voisins de Porcher. Il y en a un peu moins, mais par contre, il y a des beaux bâtiments. Mais voilà, il y a des vrais projets immobiliers à faire. Ouais. Sébastien, tu es d'ici? Non, de région parisienne. Aïe. Seine-Saint-Denis, plus C'est précisément. Pas grave, hein. Il paraît, ouais. Comme grand corps malade. Comme grand corps malade. Tu t'es bien repris. Et c'est ça. Non, et puis mon père m'a dit que j'étais devenu plus chauvin qu'un drômois, donc je le prends comme un compliment. Moi, il faut un peu de chance aussi. Là, à part l'attrait de la région, on s'est installé. Je me suis installé ici parce que je voulais pas rester en région parisienne. Tu arrives en quelle année? Ici, c'est en 2000. Je suis rentré à l'INED en 2006. J'étais un des premiers locataires de l'INED aussi. Et donc, j'ai commencé par l'Ardèche en 2004, et puis après, je me suis installé Pont d'Isère, puis ici, pour la gare TGV. Puisque nous, notre métier est partout, beaucoup ailleurs qu'ici. Et donc, il faut se déplacer. C'était d'abord principalement la France. Et la gare TGV, on est quand même sur un nœud ferroviaire qui est loin d'être inintéressant, qui peut nous amener, je veux dire, facilement en Bretagne, à Bruxelles, à Barcelone, à Paris, en Allemagne. Donc il y a vraiment des connexions super intéressantes. Pour travailler, c'est quand même mieux le train. Paris va vite, Paris va très vite pour faire une réunion 2 heures. Exactement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Et puis on s'est installé sur Rovaltin parce que aussi on est ici dans un habitat très diffus, donc d'où le problème des places de parking à Rovaltin. Mais il y a quand même pas mal de collaborateurs qui travaillent sur Romans ou Valence, qui peuvent venir en train, qui peuvent venir en vélo. Et puis après, pour se déplacer France Internationale, la gare TGV, c'est quand même pratique. Donc voilà, c'était vraiment une des premières raisons. Puis après... Je rebondis sur les parkings de Rovaltin.
Rebondis pas, non mais rebondis pas. Si, parce qu'effectivement, il y en a moins, mais les entreprises s'adaptent, les salariés s'adaptent. Tu parlais qu'ils viennent en vélo, ils viennent en transport en commun, et ben parce qu'ils ont du mal à se garer. Mais c'est... Quoi, moi, je suis Alors pas d'accord qu'avant, là-dessus. il aurait peut-être pas forcément fait. Alors, moi, non, parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des personnes et que, après, là, c'est une réalité, il suffit de regarder, on a un vrai problème quand même en France, allons un peu en Allemagne, mais même en Italie, qui est plutôt un pays de voitures, ils sont beaucoup en vélo. Il y a des infrastructures qui permettent de rouler en vélo. Nous, on ne peut pas dire que ce soit le cas. L'accès à Rovaltin, notamment. Donc, l'accès à Rovaltin, il y a toute c'est une vraie une partie catastrophe. qui est une catastrophe. Même si on Encore, veut même s'ils aller ont fait des chercher efforts. un hôtel à Rovaltin, il y en a un. Il y en a un. Si vous voulez prendre l'autre qui est de l'autre côté de la voie rapide, c'est juste l'horreur. Il faut appeler un taxi pour faire 2 kilomètres. Donc, il y a un souci. Et on est dans un habitat diffus. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de demander. Alors, on essaye le covoiturage, ces choses-là. Il y a des choses à mettre en place. On n'est pas parfait. Il y a encore plein de choses à faire. Mais les personnes qui viennent en vélo ou qui viennent en train, c'est celles qui peuvent, donc qui viennent de Valence ou de Romans, principalement, ou alors certains de Lyon et de Grenoble. Mais après, ceux qui viennent en vélo, c'est aussi ceux qui peuvent, parce que c'est pas. Et puis, quand le temps le permet, Ils prennent un risque. voilà. Donc, Ah oui. mais après, le covoiturage, c'est un vrai sujet, mais qui nécessite aussi de complètement repenser les habitudes d'une entreprise sur les horaires, les modes de fonctionnement, parce qu'entre des 35 heures, des forfaits jours, des machins, ça devient compliqué. Qui travaille où et comment. Donc c'est un vrai sujet. Mais le manque de place est problématique. Il suffit de le voir. Vous n'allez pas... Le restaurant, ils n'arrivent pas à remettre quelqu'un dans le restaurant en face de la gare, parce que le midi, si vous voulez y aller, vous ne pouvez pas vous garer. Et comme vous ne pouvez pas y aller à pied, il faut que ce restaurant vive avec les bureaux du dessus. Sinon vous ne pouvez pas y aller. Nous, de l'autre côté de la gare, on ne peut pas aller à changer, parce que, ou alors y aller à pied, mais les temps de pause sont si limités. Donc il y a quand même il y a encore des choses à repenser, aussi bien pour les entreprises que pour Rovaltin. On met en place dans nos événements le covoiturage, mais c'est beaucoup d'énergie de relance pour essayer de le rendre possible, de créer des voitures qui vont. On y arrive, mais c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et encore, nous, on est peu nombreux par rapport à donc j'imagine multiplié par le nombre de personnes, ça multiplie les chances. Mais on a quand même une vie à Valence, mais il y a beaucoup de villes autour. Chabeuil, Beaumont, enfin les gens vivent à l'extérieur aussi, en ruralité, donc le côté diffus favorise pas forcément, à part pour les sportifs. Je rebondis juste sur ce que tu disais. Les gens prennent un risque avec la météo. Non. De moins en moins. À Lille, il y a un vrai risque, mais il y a les infrastructures et on fait beaucoup plus de vélo, quoi. C'est dingue. C'est vrai. Et ils prennent surtout un risque ici parce qu'il n'y a pas les infrastructures et il y a les roules. C'est dans ce sens-là que je disais, ils prennent un risque. Voilà, parce qu'effectivement, il faut être costaud pour passer dans ces En termes d'aménagement, en lien avec l'agglo, on pourrait penser qu'il y aurait un programme qui irait un peu plus vite, mais ces regroupements auraient permis ça. Donc j'espère que sur la mobilité, ils vont y travailler d'arrache-pied, parce que c'est vrai que... mais on va leur soumettre l'idée et puis ils vont nous écouter. Peut-être que c'est en cours, mais on il y a quelques caméras qui sont là, mais c'est vrai que c'est compliqué de développer des parkings, on sait, pour la surface. Trouvons qui nous donnent des solutions pour peut-être des navettes juste basculer de votre côté, mais qu'en 3 minutes, 4 minutes... Non, des points de regroupement, des choses comme ça qui peuvent être... on puisse basculer, des aires de covoiturage et des infrastructures. Peut-être que justement, il y a 20% des gens qui viendraient à vélo et on n'aurait plus de problème de parking. Oui, c'est clair. Si tant est qu'il y avait les infrastructures. Ok, on va leur en parler. Eh bien, on va continuer par parler investissement avec la question à 100K. Jingle. Si vous aviez 100K pour créer une start-up, pour répondre à une problématique que vous avez dans vos métiers ou alors quelque chose qui vous anime, qu'est-ce que ça serait ? Est-ce que vous créez ou alors peut-être vous connaissez une start-up et que vous dites tiens, si je les avais, je l'aiderais.
Je vais répondre, puis après, ils vont vouloir faire la même. Alors, comme ça, je les Tu emmène le avec prends. moi. Vas-y, on va les piquer l'idée. Vas-y, on va te piquer l'idée. Non, Vous avez évoqué un paquet d'idées depuis. En fait, on travaille. C'est pas une start-up, mais on peut considérer que ce serait une start-up RSE, si on est dans le thème. Puisqu'en fait, on a un projet initié par des réseaux d'entreprises, Réseau Entreprendre Mardèche, CPME, CCI, qui porte un projet qui est à ses prémices, mais qui attend des entreprises qui voudraient participer à ça, qui veut créer un collectif d'entreprises inspiré d'une structure qui est un fonds de dotation qui a été créé à Lyon par le laboratoire Mérieux. Et sa vocation, c'est d'avoir un collectif d'entreprises engagées pour arriver en appui d'associations locales qui agissent pour les personnes dans la précarité. Voilà. Donc, je resterai très générale parce qu'en fait, je ne peux pas vous donner des projets, mais par exemple, ils agissent au niveau des jeunes qui sortent de l'ASE après 18 ans qui n'ont pas de solution, sur des personnes sans... Eux, ils agissent principalement sur le logement, mais quand on prend les personnes en précarité, il y a plein de sujets à traiter, mais le logement en fait partie. Et donc, ils permettent à des entreprises de se regrouper au sein du fonds de dotation, comme une association, mettre de l'argent, de faire des dons de congés payés, et servir des appels à projets et arriver en appui là où il y a des trous dans la raquette, parce qu'il y a l'État, le département et d'autres collectivités qui agissent pour le social, qui arrivent en appui des associations qui ont une action sur le territoire pour les personnes en précarité. Et là, on recherche aujourd'hui des entreprises qui voudraient devenir des membres fondateurs et des membres pour lancer ce projet-là. D'accord. Social et économique. Ça a du sens. Ouais. En tout cas, ça me plaît Bonne idée. beaucoup. Enfin, et aux autres réseaux aussi. Allez, 100K, Voilà. c'est parti. Donc 100K, c'est ce qu'il nous faut bien. Allez. Moi, la question à 100K, on parlait du recyclage tout à l'heure. Ouais. Si j'ai 100K à mettre, ce serait justement sur la réutilisation. Réutilisation, reconditionnement, upcycling, un peu tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on pousse de plus en plus à se resservir des matières. Et avant de venir les recycler, on peut les réutiliser. Mais ça demande du boulot, il faut être structuré, il faut réussir à apporter toutes les garanties qui vont bien. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Et je suis sûr que c'est des voies de valorisation. On est de plus en plus incité à aller sur des sites type Vinted ou de la seconde main. Maintenant, je pense qu'on peut aller encore plus vite et encore plus fort parce que tous les produits n'ont pas été adressés. Donc, Recyclage. non, justement. Réutilisation. Réutilisation, réemploi et recyclage, bien évidemment, il faut le faire parce que tout n'est pas réemployable, mais le réemploi nécessite quand même du travail et réussir à structurer, industrialiser ce travail-là. Ok. Sébastien. Moi, je voudrais créer une société de recyclage des matelas. Associe-toi, il faudra plus que 100K. Non, un peu plus. Non, moi, ça serait complètement... je ne fais pas le lien avec la société, mais plutôt des envies personnelles et toujours axées. Là, il y a quelques initiatives qui se créent autour... ça serait vraiment autour de la biodiversité. Donc, si je devais mettre un peu d'argent quelque part, c'est des choses que je cherche pour recréer les haies et aussi penser à la reconversion de nos forêts, puisqu'on sait que les essences qui sont plantées aujourd'hui vont avoir quelques soucis avec le réchauffement climatique et qu'il va falloir accélérer ce changement-là. Donc c'est travailler autour de tout ça et lié à la biodiversité. Ça, j'aimerais bien vraiment. Mais ça, Il existe des choses déjà ? Il y a des initiatives très éparpillées, il y a des associations qui y travaillent. J'aimerais, et c'est plutôt que 100K, c'est plutôt du temps personnel à donner d'assez... Et ça, j'aimerais vraiment le faire. Je fais partie du réseau Entreprendre où j'aimerais bien donner du temps pour des entreprises, mais dans ce domaine. Développement durable ou biodiversité. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projets qui se sont présentés. Il y a Continuum quand même, qui est une association qui regroupe des entreprises pour agir pour la biodiversité, nous aussi, et c'est intéressant. Mais voilà, ça ne remplace pas l'investissement personnel. Voilà. Ça serait vraiment ça, si je devais... Ok. Bon. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver 100K. Mais maintenant, pour l'heure, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle. De nouveaux invités vont venir s'asseoir dans les fauteuils. Qui est-ce que vous aimeriez venir voir prendre un petit café ? Allez, je vais commencer par toi, Sébastien. Moi, je mets en avant des personnes qui me sont proches et j'aime bien leur dynamisme. Je vais parler d'abord Céline Collonge du collectif des Lunetiers, qui est un peu
céréales entrepreneur qui développe pas mal de magasins, qui a un esprit très, très positif et très dynamique. Et puis un autre qui me tient aussi à cœur, qui est un jeune qui a beaucoup d'énergie, c'est Jimmy Courbon, qui donc avec Imagim, là, qui s'est mis en groupe, un sportif. Il intervient chez Prodeval où il fait des séances de coaching dans l'entreprise. Il a mis en place pas mal de choses sur les team building ou autres. Là, il se bouge beaucoup dans ce domaine-là. Et je trouve que c'est quelqu'un aussi de très dynamique. Donc voilà, je vais citer ces deux personnes. Ok. Bon, j'avais dit, Joker. Pareil. Il y en aurait plein d'autres. Il y en aurait plein, mais... Non, c'est sûr. Tu choisiras comme ça. Moi, je vais citer quelqu'un que je connais pas, ou très peu. Frédéric Guimbal, de Frégate et Héros. Et je vous disais tout à l'heure qu'en arrivant en Drôme-Ardèche, j'étais surpris de voir plein de petites PME industrielles qui se développaient super bien. Et Frégate et Héros en fait partie. Et je connais plus de ses salariés et je sens un manager inspirant et qui crée une super dynamique avec des équipes qui ont envie de le suivre. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de l'écouter parler. Ok, très bien. Moi, je vais nommer des personnes que je connais, des femmes. Ouais. Je ne sais pas si c'est forcé, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. J'ai un homme, une femme. Exactement. Tu me diras, j'avais pas... Je respecte. Tu respectes. Non, on ne respecte pas du tout. Sophie Vattel, qui est avocate en droit du travail sur le territoire. Alors, pas pour son aspect compétence, qui est réel, mais voilà, que j'ai pu expérimenter, parce qu'elle nous accompagne avec Farago depuis longtemps. Mais comment Qui nous accompagne aussi. Mais c'est parce qu'elle est très impliquée sur le territoire, auprès d'entrepreneurs. Elle passe beaucoup de temps dans les clubs d'entreprise et je trouve qu'on parlait du territoire et je pense qu'il faut aussi des personnes qui donnent de leurs compétences et de leur temps pour ça. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que je pense à elle. Et Muriel Cholet, parce qu'elle m'a toujours dit que j'étais son ange gardien, donc je me dis que de la nommer, je vais continuer de l'être. C'est une personne qui était la maîtresse en CM1 de ma fille, qui a décidé de se mettre à son compte pour donner des cours d'orthographe dans les entreprises aux personnes. Et on sait à quel point c'est diabolisé, tabou, de parler de l'orthographe et de la maîtrise de l'écrit. Tu l'as fait intervenir ? Oui, elle est intervenue chez nous, bien sûr. Et elle intervient dans les entreprises pour l'amélioration des écrits. Et je trouve que c'était super ambitieux, super culotté de monter ça. Au-delà du fait que c'est une personne extrêmement pédagogue, parce que si on a pu le faire avec une classe d'enfants, tout le monde était fan d'elle. Elle le fait très bien en entreprise et je trouve que c'est une belle idée. On l'a fait intervenir au CJD aussi sur une. Oui, exact. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, très bien. Alors, vous m'avez donné beaucoup de noms. J'ai beaucoup de gens invités. Il va falloir que j'en fasse un peu plus d'émissions. L'émission touche à sa fin. Merci d'avoir participé. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a discuté plus d'1 heure. Le temps est passé vite. Le lieu est agréable. Le lieu est agréable. Il y a même des tableaux. Des beaux tableaux. Des beaux tableaux. Oui. Je remercie d'ailleurs Céline de Art by Céline. Alors derrière, on a un tableau de David Bowie. C'est l'artiste, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais Van Hang Stepanian. Oups. Voilà. C'est des tableaux qui tournent. Ouais. Sur toutes les émissions, on avait un tableau différent. À chaque fois, Céline et Fabienne amènent un tableau. Et puis, c'est vrai que ça vient dans l'entreprise, ça participe aussi. Ça participe. On a des toiles qui sont là de temps en temps. Et pour le bien-être du collaborateur, c'est important. Il y a l'art, il y a aussi plein de le sport. Le sport, ça fait partie des choses. En tout cas, merci. Il y a plein de mots super sympas qui ont été entendus. J'ai entendu encore plein de positifs. C'est des bonnes choses. Et puis, je donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci. Merci. Merci.